jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Que ça parle. On est de retour dans Ça parle de foot avec mes acolytes toujours fidèles au poste. Je vous laisse vous présenter les gars comme d'habitude. Bon salut les gars, déjà présent la semaine dernière. Romu pour les intimes, Romu TRB sur Insta. Donc voilà, toujours ça parle, on part. Que ça parle, moi c'est Nico, Nicleur de tête sur Insta, vous savez, toujours présent. Alors les gars, on a eu un bon petit débat la semaine dernière sur les milieux de championnat, un peu de Liga, de Serie A. On essayait de voir quel était le championnat avec le milieu de tableau un peu le plus faible. Et cette semaine, on revient avec de la Ligue 1. C'est le retour de la Ligue 1 dans l'émission. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur la relégation. Qui va descendre en Ligue 2 ? Et du coup, on avait notre cher ami de tête, notre consultant, qui avait cette phrase forte, je dirais. Bordeaux et Saint-Étienne vont se sauver. Donc, Nicolas, c'est toi qui vas ouvrir l'émission. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi Bordeaux et Saint-Étienne vont se sauver et qui va descendre pour le coup. Alors Bordeaux et Saint-Étienne vont se sauver selon moi parce que historiquement ils ont un passé lourd, une histoire. Donc je pense qu'ils vont aller chercher les trucs qu'il faut dans les moments qu'il faut, surtout Saint-Étienne. Malgré le calendrier difficile qu'ils ont, je pense qu'ils vont aller prendre des points. D'ailleurs, le coach Duprat prend des mesures. Je crois qu'il a demandé à ses joueurs d'arrêter le ramadan, de le reporter. Donc c'est possible. Voilà, donc il veut 100% de concentration, il part à la guerre. Et on sait que c'est un spécialiste dans le domaine. Donc je pense que Saint-Étienne a de grandes chances de réussir sa mission sauvetage. Et concernant Bordeaux, je pense que ça va être difficile jusqu'au bout. Ça va être ultra compliqué, mais il y aura un déclic. Je sais pas quand, je sais pas quel match. Il y a un calendrier assez chaud quand même. Il y aura un déclic et je pense que ça va partir dès ce week-end avec le choc entre Bordeaux et Saint-Étienne. Et ça va déterminer, je pense, la suite du championnat. Et puis je pense que grandement aussi, en termes de haut de tableau et de bas de tableau, Saint-Étienne aura un grand rôle à jouer puisqu'il joue beaucoup d'équipes qui sont dans le haut, dans la course à l'Europe, et beaucoup d'équipes qui sont vers le bas. Donc voilà, je pense que s'ils réussissent leur mission, ils vont chambouler pas mal de choses dans le calendrier. Alors, qui est-ce que tu vois descendre ? Alors moi, je pense que je vais condamner Metz. Oui, clairement. Dans un premier temps, Ancelotti, pardon, excusez-moi. Le Ancelotti local. Notre bon vieux Fred Antonetti qui a une mission très difficile, qui a un groupe qui a souffert de beaucoup de blessures. Donc je pense aussi que là, ça va prendre du temps pour se mettre en route. Et ce sera trop tard. Et je pense que aussi Clermont, pourtant ça joue bien, j'ai des doutes, mais je vais peut-être condamner Clermont. Et puis attention à 3, parce que là ça monte ça sort les coronets en ce moment, faut le dire, 3 Oui. depuis quelques semaines. Oui. Mais est-ce qu'ils n'ont pas laissé beaucoup de jus justement dans cette période où ils faisaient des bons résultats ? Peut-être qu'après, c'est une mission maintien, il y a encore du mental, mais le calendrier va être très difficile pour eux aussi et je pense qu'ils sont pas très loin. On est accompagné par la pluie, les gars. Alors, du coup, toi, tu mets un peu 3 barragistes et Clermont qui descend avec Metz. Et toi, Romu, est-ce que tu es d'accord en tout cas avec la phrase de notre consultant que Bordeaux et Saint-Étienne vont se sauver? Il y a beaucoup de vrai dans ce que Nico dit. Je le rejoins pour Saint-Étienne. C'est clair que surtout il y a la petite option Pascal Duprat. C'est un élément très important. Il est habitué. C'est des moments qu'il affectionne. On sait Pascal Duprat, c'est un showman. Il pourrait aussi récupérer une certaine forme de pression aussi sur certains joueurs, certains jeunes joueurs notamment, et les joueurs qui n'ont pas eu assez de temps pour s'exprimer et pour rentrer clairement dans le collectif. Du côté de Bordeaux, pour moi, ça sera un peu plus compliqué. Je ne pense pas que Bordeaux réussira à se sauver.
C'est dans le jeu, il y a pas grand chose à retirer dans le jeu. Ils ont gagné Metz la semaine dernière. Ils gagnent Metz parce que bon, Metz c'est pas si exceptionnel que ça. La défaite contre Lyon, elle est anecdotique. Ça s'est mal passé. Mais au-delà de ça, c'est trop faible dans l'esprit du jeu, dans la conquête du ballon, dans le bloc équipe. Toute la saison, on l'a vu. Donc moi, Bordeaux, je serais moins confiant quand même pour Bordeaux. Quand même. Et du coup, à la place de barragiste, tu vois quelle équipe? Très clairement, je vois Metz, mais c'est condamné. Bordeaux serait clairement pour moi juste devant Metz. Ils pourront pas sortir de cette zone de relégation, surtout que devant, ça joue beaucoup mieux et ça va prendre des points, surtout. Après, je verrai peut-être Clermont, ou alors, je vais dire attention à Angers quand même. Attention à Angers. Attention à Angers. Ok. Angers, ils ont fait un très bon début de saison. On les voyait européens, ils avaient un bon jeu avec un Sofiane Bouffal, avec un Mohamed Ali Chaud au début de saison qui avait fait une bonne début de saison. Mais ils ont dégringolé clairement, ils ont perdu un peu le fil. Et je pense que dans les derniers moments comme ceux qui vont se présenter, la confiance va jouer un rôle primordial. Oui. C'est-à-dire que dans les moments fatidiques, il faudra s'appuyer sur des choses qu'on a réussi à réaliser précédemment. Des matchs références, où dans la douleur on a pris des points, ou des matchs où on a bien joué et ça a fonctionné. Je pense qu'il y a certaines équipes comme Saint-Étienne, comme Lorient, comme Troyes, qui ont déjà beaucoup plus d'assurance à l'heure actuelle qu'Angers. Il reste 6 matchs, ça fait 18 points à distribuer. Donc ça fait pas mal de points. Ouais. C'est vrai qu'Angers, il y a une dégringolade, mais je pense quand même qu'ils iront pas plus bas. J'espère pour eux en tout cas. Et du coup, vous avez tous condamné Metz, quelque part, à cette 20e place qu'ils occupent aujourd'hui. Pourquoi Metz est condamné? Tu as parlé d'Antonetti, c'est le coach, ce sont les joueurs. Quel est le facteur qui fait que Metz ne pourrait pas participer à cette course? On ne retrouve pas l'unité qu'il y avait à Metz comme avant. Je sais pas, il y avait un groupe solide avec autour de Boulaya, même Diallo avant qu'il parte à Strasbourg. Nian avant sa longue blessure. C'était un groupe on sentait qu'il y avait du peps, il y avait du feu devant, ça jouait quand même. Maïga, Santonze, Fabien Santonze. Ouais, Maïga et Santonze qui sont d'ailleurs blessés. Voilà, tu vois. Santonze blessé depuis décembre. Depuis quelques temps. Et puis voilà, comme je te dis, c'est un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a souffert de ça, de la forme physique de ses joueurs. Donc il y a eu beaucoup de défaillances à ce niveau. Au niveau du côté des Messins. Et puis maintenant, on sent que voilà, c'était des éléments importants, c'était des piliers du 11. Et on sent qu'il y a une fragilité vraiment quasiment à tous les niveaux. Devant, c'est pas efficace. Derrière, c'est fragile. Le milieu n'a jamais la même mise sur le match. Donc voilà, donc ça va être très compliqué pour moi. Et puis je pense qu'Antonetti n'a pas les clés. C'est pas facile de trouver une ouverture sans clé. Donc, Et justement, je préparais l'émission et je regardais depuis la blessure de Fabien Santonze qui faisait un excellent début de saison, qui pour moi le joueur qui va illustrer le problème de Metz qui est extrêmement dépendant de ses côtés. Ouais. Et depuis que Fabien Santonze est blessé, ils n'auront gagné qu'un seul match. Et même Udol aussi, hein. Udol, il a beaucoup manqué. Udol aussi, ouais, c'est vrai. Effectivement. Et pour moi, en fait, Metz, voilà, c'est extrêmement dépendant de la qualité des côtés, de la production. Et là, depuis la blessure de Fabien Santonze, il essaye de trouver un remplaçant entre Delette, Brode, etc. Il a essayé de placer tout le monde à ce poste d'arrière droit, piston droit, mais il n'y a personne qui réussit à produire autant de danger que lui, quoi. C'est surtout ça, c'est les blessures. Hein. À chaque ligne, ils ont perdu un élément qui la saison dernière apportait offensivement. Ou cette saison. Tu l'as dit, Nico. La saison dernière, tu avais un Farid Boulaya magnifique. Oui. Il était clairement dans son élément. Au milieu de terrain, tu avais un Meiga qui est plus là, blessé. Et en défense, ce qu'il faut aussi relever, c'est que tu avais un Oukidja.
Oui. Okidja qui était très bon la saison passée. Il a apporté aussi beaucoup d'assurance à la défense, de confiance. Donc voilà, à chaque ligne, Metz aussi sur les côtés, c'est ça. À chaque ligne, ils ont perdu des joueurs importants. Et d'une saison à l'autre, Ouais, on voit que ça produisait énormément de jeux, comme tu dis, Tafari, énormément de jeux latéral, ça allait vers l'avant. Il y avait quand même des joueurs de ballon à chaque ligne qui permettaient de progresser. Je me souviens ils avaient fait de beaux petits coups la saison dernière. Mais cette saison, on sent que tous les matchs sont compliqués, que c'est tiré par les cheveux et puis ça va pas suffire. Pourtant, tu vois, et pourtant Bordeaux c'est ça, c'est tiré par les cheveux, c'est compliqué. Pourtant ils sont encore là, tu vois, c'est la petite aura du club historique qui fait que, tu vois, je sens que voilà. Et du coup, au-dessus de ces équipes-là, de Clermont, de Bordeaux et de Metz, on a Angers et Troyes qui tournent à 34 et 33 points. Et ma question pour vous, c'est est-ce qu'ils sont en sécurité? Alors toi, tu as dit que Angers n'était pas en sécurité. Alors, quelle est cette raison? Est-ce que c'est le calendrier d'Angers ou est-ce que c'est très clairement le jeu d'Angers qui en ce moment est extrêmement pauvre? Le jeu d'Angers. Ah oui, je suis d'accord. Le jeu d'Angers et aussi les adversaires qu'ils vont affronter parce qu'ils affrontent des... Alors, pour donner un petit aperçu, ils vont jouer le PSG la prochaine journée. Clermont, Monaco, Bordeaux, Metz et Montpellier. Donc voilà. Donc il y a des rencontres directes avec Bordeaux, avec Metz, avec Clermont. Et puis vous avez Monaco et le PSG qui est déjà champion, mais Monaco qui joue encore sa place en Europe, et Montpellier qui est un peu la seule équipe de milieu de tableau qui pourrait être concernée par l'Europe, mais ça peut être compliqué. Non, pour moi, rien à craindre. Angers, j'ai dit oui, mais Troyes et Lorient, surtout Lorient à domicile, c'est une équipe très solide qui gagne ses matchs et qui ne les perd pas surtout. Donc là, c'est vraiment un élément très important pour la suite. Donc je pense que Lorient pourra prendre ses points logiquement à domicile. Troyes aussi, c'est une équipe accrocheuse. C'est une équipe extrêmement accrocheuse qui joue. Malheureusement, moi, j'ai plus peur pour toi par rapport au calendrier et par rapport, comme je vous dis, aux facteurs que les équipes qui sont à la lutte. Alors, Troyes vont jouer Clermont, Nice, Lille, le PSG, Lens et Lorient. Tu vois, c'est pas mal. C'est toujours, ça va être du à 100%. Et comme je pense qu'ils étaient sur une bonne dynamique depuis quelques temps. Donc, ça fait 6 matchs sans défaite sur 7. Voilà, tu vois, et je pense que il y aura quand même une certaine limite, tu vois, et au vu des équipes qu'ils vont rencontrer, des fois ça va être difficile. Moi je pense que Troyes, c'est l'équipe que j'ai rapidement sortie de cette course, pour moi, parce que c'est l'équipe qui propose le plus de choses dans le jeu. Je trouve que au niveau des certitudes, Troyes en a plus que ces autres équipes-là. En revanche, Angers, en raison des points qu'ils ont, je me suis dit qu'ils pourront quand même sauver les meubles. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'Angers, c'est vrai, comme paradoxalement, le jeu d'Angers, il n'est pas bon. Et ils ont cette petite avance. Et Troyes, ils ont justement ce bon jeu, mais ils sont quand même concernés. Moi, je pense que les points, ça va beaucoup jouer dans les têtes. C'est déjà là. Donc, et je pense que Troyes, malgré le jeu, c'est beau, c'est bien, mais ça ramène pas de points. C'est ça. Là, c'est pour ça que je vois bien Duprat se passer, se sauver avec son équipe de Saint-Etienne, parce que là, en fait, ils vont être, en fait, on aura des guerriers, des chiens, des morts de faim. C'est pas le football. On va pas au foot. Là, on vient prendre des points, en fait. Et c'est ce côté belliqueux, tu vois, qui va manquer à Troyes, parce que ça va jouer. Des fois, ça va se découvrir contre des équipes qui dans le calendrier, tu l'as dit, qui jouent le haut de tableau. Donc, c'est des équipes qui ont un niveau quand même proche du niveau européen, ou bien voire européen, tu vois. Donc, c'est des équipes qui vont pouvoir profiter de ces espaces-là. Qui sont réalistes, tu vois. Et Lorient, pour terminer, je les avais également retirés, puisque je pense qu'à domicile, c'est une équipe qui réussit à jouer, comme tu disais, et qui a certaines certitudes offensives, avec des attaquants qui recommencent à marquer. Il a même un problème au niveau des attaquants, tellement il en a qui sont performants en ce moment.
Et en regardant le calendrier, ils vont jouer 4 fois à domicile sur 6 matchs. Et on sait que Lorient est la pire équipe à l'extérieur. Donc ça, c'est un gros avantage pour moi, pour Lorient dans cette course. Donc Très du coup, gros je pense avantage. qu'à domicile, ils vont pouvoir assurer. Contrairement à d'autres équipes, notamment Clermont. Et tu vois, contrairement à 3, je pense que Lorient, justement, il y a des individualités qui peuvent faire la différence dans ce genre de situation. 3, c'est vraiment une équipe, tu vois. Quand tu vas jouer contre un concurrent dans la course au maintien, ce seront des blocs bas, ils vont t'attendre, ils vont rester solides, comme je te dis. Ils vont pas se découvrir Voilà, ils vont pas se facilement. découvrir. Et quand il faudra piquer, ils vont piquer. Et tu vois, Lorient, ils ont les armes pour piquer, ça va vite. Armand Lorienté, Terem Moufi, ça va vite. T'as des rampes de lancement, les monts conduits, tu vois, donc c'est... Enzo le fait. Exactement. C'est une très bonne équipe de football et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'ils sont partenaires avec Arsenal depuis l'époque Ali Adir, même la formation Gendouzi. C'est des équipes qui produisent du jeu depuis, c'est dans l'ADN. Et en bas de ce classement, nous avons Bordeaux, 19e, avec 26 points. Un monument du football français qui est en extrême difficulté. Et là, on se demande, pour faire un focus vraiment sur cette équipe de Bordeaux, dont le maintien va être compliqué, on vient d'en parler, même si Nicolas les voit se sauver, mais Romuald, je me tourne vers toi, mais que se passe-t-il à Bordeaux? Nico, je suis désolé. Je suis bordelais depuis tout petit. C'est une équipe que je suis depuis des années. Et clairement, cette année, au-delà de savoir qui va ou pas se maintenir sur le jeu, ça serait bien que Bordeaux ait la petite piqûre de rappel. Au-delà de savoir si on se sauve pourquoi déjà? On se sauve pour aller où? Pourquoi on se sauve? Est-ce qu'on a Quel est le projet? Voilà, est-ce qu'on a la capacité à se sauver et à dire que l'année prochaine, on ne se retrouve pas dans cette situation? C'est la vraie question. Moi, je ne les vois pas. C'est très compliqué pour Bordeaux depuis 2017, depuis que Trio est parti. Bordeaux a changé de main 2 fois. Après une vente en 2018 à King Street. King Street qui en 2021 a dit qu'il cessait clairement de réinjecter, racheté par M. Gérard Lopez, qualifié de touriste apparemment. Donc voilà, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, le projet a changé de main beaucoup de fois en à peine 7 ans. Pour un club comme Bordeaux qui avait connu une certaine stabilité depuis beaucoup d'années. La semaine dernière, on parlait justement des clubs qui, Barça Real après à une autre échelle, mais des clubs qui tombent ou qui se relèvent. On peut prendre Monaco, Nantes, Saint-Étienne. Donc voilà, moi je dis que c'est des petites piqûres aussi. C'est compliqué, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, très peu qui partent. On a un effectif élargi, on est à peu près autour de 30 joueurs, dont à peu près 22 joueurs qui pourraient potentiellement démarrer sur une feuille de match. Ça fait beaucoup, même pour les égos, pour la santé physique des joueurs. Alors, même. Quel est le principal problème? C'est cet effectif ou c'est l'entraîneur, ou les entraîneurs? Voilà, les entraîneurs, c'est le projet globalement. Le fil rouge, c'est au-dessus. Voilà, la ligne directrice, c'est ce qu'il n'y a pas. Un gouvernail. C'est ça, c'est faire confiance. Même quand ça va pas, en 2017, Jean-Louis Trio a laissé Bordeaux à la 5e place. Lorsqu'ils l'ont vendu en 2018, la saison d'après, Bordeaux était 15e au classement. Donc personne ne sait trop à qui refiler la patate chaude. Donc voilà, c'est un peu ça le vrai souci de Bordeaux, c'est savoir qui pourrait vraiment venir avec un projet concret, avec une vraie connaissance du tissu bordelais, de la mentalité, des zones géographiques et même des clubs aussi de la région. Ouais. Le vrai souci, c'est ça. Assez souvent, Bordeaux sortait quelques joueurs de la Cube. On peut penser par exemple à Marouane Chamakh, à Ducasse, Ducasse à une moindre échelle, ou Vicente Lizarazu, Tremoulinas, il a Tremoulinas, Koundé. Voilà, oui. donc c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus cette faculté à sortir des joueurs qui représentent réellement l'âme Aurélien Tchouaméni aussi. du club. Voilà, Tchouaméni, le Tchouam, c'est Bordeaux. Voilà, donc qu'il reste et qu'il porte un peu l'âme du club pour que le projet derrière suive et que les gens s'identifient clairement au club. On peut passer à l'Angleterre où on a cette patate chaude qui est la 4e place, dont aucune équipe ne veut apparemment. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette 4e place? 4e place, on a regardé le match ce week-end, les gars.
C'est vraiment une patate chaude. Personne veut être en tête de file. Tout le monde veut un peu rester en mode sous-marin. Avoir le poisson pilote et sur la ligne d'arrivée, finir le job. Le doublé. Exact. Comme dans le cyclisme. Ben oui. Donc voilà, c'est des métaphores sympas, mais ça s'adapte particulièrement à ce qui se passe actuellement. Tottenham ne voulait pas gagner ce week-end. Ils ont fait un non-match, très clairement. Harry Kane qui est en dessous depuis quelques matchs. Il arrive à donner des situations à ses coéquipiers, mais compliqué pour lui de s'en procurer. Toujours très loin en mode quarterback. Et du coup, au niveau de Tottenham, est-ce que vous les voyez tenir cette 4e place? Pour le moment, ils ont 3 points d'avance sur Manchester et sur Arsenal, qui a 2 matchs en moins. Donc, est-ce que vous voyez Tottenham garder sa position actuelle? Pour le moment, ils tiennent le bon bout. Ils étaient à 6 points, ils avaient mis Manchester à 6 points. La Manchester revient à 3 points. On dit du bien d'une semaine à l'autre, on dit du mal d'une semaine à l'autre. C'est vraiment la constance qu'il faudra trouver pour Tottenham. Ouais. C'est le problème de Tottenham cette saison, qui perd énormément de matchs. Ils sont à 11 défaites. C'est énorme pour une équipe européenne, voire de Champions League. Et ce week-end, on voit clairement que l'ADN un peu de la transition offensive à Tottenham ne peut pas s'appliquer partout, puisqu'on a eu une équipe de Brighton qui ne s'est pas livrée, qui les a attendus, et ils n'ont pas été capables de produire du jeu, de les mettre en difficulté. Et les rares occasions qu'ils ont eues, c'est justement où ils ont pu avoir un petit peu d'espace. Mais quand on coupe l'espace un petit peu dans le dos des défenseurs ou sur les côtés à cette équipe de Tottenham, on a l'impression qu'ils sont perdus, quoi. Ouais, totalement. Quand Kane il décroche, comme tu dis, en mode quarterback, il va chercher, ça facilite un peu le boulot des costauds qui sont derrière à Brighton. C'est plus simple après de coulisser sur les joueurs de côté. Et le milieu, il va un peu s'occuper de Harry Kane, il va un peu le suivre un peu partout. Donc on a vu que ça a fonctionné pour Brighton. Ils ont réussi à couper le jeu de transition d'Arsenal la semaine d'avant. Ils sont plutôt très bonne équipe. Très bonne équipe, Brighton. une équipe assez dangereuse qui bat consécutivement 2 concurrents dans la course à l'Europe. Mais au niveau de Tottenham, effectivement, je pense que Conte fait un bon travail. Il a trouvé une rotation, il arrive à impliquer tous ses joueurs aussi. Ouais, Tottenham est beaucoup plus rassurant. Après, ils perdent contre Brighton ce week-end. Ils ont fait un non-match, ok. Mais le match, il peut très bien se terminer à 0-0. C'est Trossard qui fait la diff. Oui. Il décide de gagner le match. Trossard, il gagne le match. Il a fait un très bon match d'ailleurs, Trossard tout le long. Ouais, mais défensivement, Tottenham, c'est quand même de plus en plus solide. Antonio Conte essaie d'apporter un peu sa science italienne. Moi, je voulais faire une petite mention spéciale pour Romero. Qui est très, très, très bon. Il est très fort. Ouais. Il peut pas de mine. Il est pas costaud. Il est pas grand. 1m84 ou 85, je crois. C'est pas le plus grand des défenseurs. Mais sur l'homme, dans la lecture du jeu, Il est très dur, Romero. Mais oui, dans les duels. Ouais. Placement défensif, anticipation. Bonne relance. Et il va attaquer. C'est pas un joueur qui va rester en retrait, un peu comme un Van Dijk ou un Thiago Silva, à toujours être dans l'anticipation, à lire avant les autres. Mais sur l'homme aussi, et au contact, il y va. Il y va franchement. Mais, comme tu dis, il y a beaucoup de défaites. Et je pense que si Arsenal gagne le match en retard contre Tottenham, là, ça pourra faire du mal. Et ça pourra vraiment permettre de trancher. Puisque moi, je ne vois pas trop Manchester United. 34e place. Oui, puisque voilà. Ça dépend fortement de Cristiano Ronaldo, même si on sait qu'il y a eu ce débat où est-ce qu'il faut qu'il soit là. Est-ce que Manchester ne joue pas mieux lorsqu'il est absent? Voilà, exactement. Donc ça dépend de sa forme physique. Là, il était plutôt bien dans sa tête. Il y a eu un événement aujourd'hui plutôt tragique avec la perte de ses 2 enfants. Ouais, d'un des jumeaux qui est mort-né. Du coup, ça peut le rendre plus fort. Ça peut aussi l'affecter. Donc on ne sait pas, même si ça reste Cristiano Ronaldo, quelqu'un de très solide mentalement. Mais le problème est plus profond, c'est Manchester United. C'est, comme on l'a dit les semaines précédentes, un manque de stabilité, beaucoup de changements, une défense aux abois, je dirais. Maguire, c'est
pas très fiable. Et puis avec tout ce qui se dit sur lui dans la presse et dans les médias, je pense que ça n'aide pas pour la confiance. Raphaël Varane qui a beaucoup de pépins physiques. Et Luke Shaw aussi, donc, qui avait fait une très bonne saison il y a un an. Même l'Euro aussi, il a fait un très bon. Exactement. Donc les pépins physiques qui font que United n'arrive pas à s'installer, et je pense que... Du coup, tu ne vois pas United aller chercher Tottenham, peut-être profiter d'une défaite potentielle contre Arsenal, d'une défaite potentielle ici et là? Ils seront là, tapis dans l'ombre, mais je ne les vois pas bénéficier de cette 4e place. Et du coup, toi, est-ce que tu vois justement Manchester prendre cette place? Ça peut être compliqué. Après, Manchester, c'est un grand club d'Angleterre. C'est vrai. Pas comme Tottenham. Tottenham n'a pas de titre. Et mieux, on va pas les présenter plus que ça. Après, ce qui faisait la force de Manchester United, c'est surtout sur Alex Ferguson. Même quand il n'y avait pas beaucoup de jeux, tu te battais pour sûr. Oui. T'étais le supplément d'âme, voilà. Voilà, exactement. Donc là, changement de coach pendant la saison, pas trop d'âme du club pour certains joueurs aussi. On peut penser peut-être à Sancho, qui fait partie du centre de formation de City. Ou Paul Pogba, qui a l'air d'avoir plus un pied dehors qu'un pied dedans. C'est ça, exactement. Donc, bien qu'il soit formé à Manchester. Après, il y a le petit Elanga, Rashford aussi en mode extra sportif. On va dire ça comme ça. Donc il passe totalement à côté de sa saison, Rashford. Van Bissaka aussi qui n'arrive pas. Concrètement, le palier qu'il devait passer, il n'arrive pas à le passer. Totalement. On ne sait pas s'il y arrivera. Peut-être qu'un prêt lui ferait du bien pour qu'il retrouve un peu une autre dynamique, très clairement. Mais ouais, Van Bissaka aussi, grosse déception. Ouais, je pense que Van Bissaka, il lui faut changer d'air, un peu comme Lukaku. Tu vois, quand ça ne fonctionnait pas à United, il faut qu'il change d'air, qu'il essaye de voir ailleurs. Pourquoi pas en Angleterre? Mais effectivement, Dalot aussi, j'aime pas trop son profil. Et puis Alex Telles, il tient la corde, mais voilà. Et du coup, on a encore un autre concurrent qui est Arsenal, qui a le même nombre de points que Manchester United, 54 points, 3 points de Tottenham, mais qui a 2 matchs en moins. Mais 2 matchs contre Chelsea et Tottenham, justement. Cette équipe des Gunners, est-ce qu'ils peuvent justement passer devant Tottenham et prendre cette 4e place qualificative pour la Champions League, quand même? Je pense qu'il va falloir déjà retrouver de la confiance pour retrouver cette régularité. Après Arsenal, le jeu est là, mais la défaite à Brighton a été difficile. Du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se remettent la tête sur les épaules. Ils se sont reposés sur leur laurier. Ils ont un peu attendu. Voilà, contre Brighton, ils ont beaucoup attendu. Brighton a fait le jeu. C'était compliqué. Ils ont fait un non-match quasiment, donc, mais sans vouloir retirer le mérite de Brighton. Et puis ce week-end, on a vu que c'était une équipe qui était un peu déboussolée, une équipe qui n'arrivait pas à retrouver ses repères. Il y avait des petites bribes de temps en temps, mais on sent un manque de confiance. Et je pense que s'il y a une victoire à Tottenham en match en retard, ou bien s'ils se remettent sur les bons rails, Arsenal peut tenir la corde, en effet, puisque moi, dans les émissions précédentes, c'est eux que je voyais à cette 4e place. Après, l'absence de Thomas Partey aussi peut expliquer les buts qu'Arsenal encaisse. C'était l'homme de base d'Arteta. Il a trouvé aussi son positionnement, sa façon de jouer, le mood un peu du championnat anglais aussi. Ça, ouais. Parce qu'à l'Atlético, il ne jouait pas non plus. Il a commencé à être titulaire, mais il n'a pas fait 2 saisons au top niveau à l'Atlético aussi. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la saison d'Arsenal. Après, plus généralement, Saka, Martinelli, Smith Rowe, c'est bien, mais c'est Baby Gunners toujours. Clairement. On n'a pas encore un joueur sur lequel on peut vraiment compter pour faire des différences de manière constante. Même Odegaard, c'est un très bon joueur, j'apprécie tout ça. C'est des joueurs avec d'énormes qualités. Mais c'est des baby gunners. Quand il faut aller au charbon, ça devient un peu plus compliqué. Tu penses que l'expérience de Tottenham va faire la différence? Est-ce que Tottenham a réellement plus d'expérience qu'Arsenal? En termes de qualité individuelle, voilà. Oui, très clairement. Et je pense que
Lacazette, là, en plus, il est blessé. Donc, c'est Nketiah qui a joué ce week-end. qui joue. Ils ont vendu Aubameyang. Voilà, ça va jouer aussi sur la fin de saison. Après, ils avaient essayé d'associer Lacazette Aubameyang. Ça n'a pas réellement fonctionné. Donc bon, on verra. Mais ouais, je pense qu'Arsenal, après Arsenal, nous a montré dans le passé que Arsenal fait du Arsenal. Dans les moments importants, voilà, c'est plus l'équipe de Thierry Henry. Depuis Thierry Henry, c'est Arsenal fait toujours du Arsenal. C'est très inconstant et souvent décevant, quoi. Et en dessous de ces équipes, vous avez West Ham qui pointe à 52 points, un petit peu décroché et avec du coup 2 matchs en plus. Du coup, est-ce que West Ham est trop décroché ou est-ce qu'on a un petit peu d'espoir Déjà, West Ham dans a cette équipe fait de West Ham? match nul ce week-end, Ouais. donc face à Burnley. Burnley. Donc c'est des matchs où il faut éviter de perdre des points, je pense. Et puis ils sont engagés dans l'Europa League toujours. Ouais. Et je pense qu'ils ont dans un petit coin de leur tête l'idée de gagner cette compétition pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est une possibilité qui tient la route pour eux. Ouais. Et peut-être qu'ils laissent un petit peu le championnat. Voilà, ils sont moins concernés par la première ligue, je pense. Mais ils gardent quand même, je pense, un petit œil sur les places qualificatives. Vous avez une double confrontation avec Francfort qui a fait tomber le FC Barcelone. Donc, et de l'autre côté, ça reste encore très envisageable pour West Ham. Donc, du coup, une victoire en Europa League, c'est pas impossible. Ouais. Mais du coup, en championnat, vous pensez que ce serait pas possible, justement, la 4e place? Non, pas la 4e place. Non. Après, être européen, certainement. On a Liverpool et City qui sont engagés, donc forcément, ça va décaler. On a West Ham aussi qui est là. Donc peut-être qu'on pourrait peut-être même voir les Wolves européens. Donc pas 4e place, mais certainement tout ce beau monde sera européen si l'Angleterre fait une bonne campagne, arrive au bout, quoi. Européenne, oui. Dans une des compétitions. Ouais. D'accord. Du coup, ça a complété d'autres parties sur cette 4e place en Angleterre ou plus ou moins vous ne pouvez pas sortir Moi, je dis Manchester. Voilà, voilà, enfin Manchester, parce que un favori quand même pour cette 4e place. l'histoire, parce que c'est beau, parce que Manchester a toujours été présent. Je pense qu'ils sont en reconstruction. Ça serait un bon signe pour l'année prochaine de pourquoi pas après en termes de jeu, etc. Il faudra travailler. Mais si Ten Hag arrive, ça pourrait peut-être être bon signe. D'être une bonne manière de laisser le club à quelqu'un qui a un projet. Après, bon, si on est chauvin, moi je dirais Arsenal. Mais c'est vrai que, bon, enfin, ça peut paraître simpliste, mais Tottenham et Conte, le groupe, il est soudé. Après, il y a des difficultés de temps en temps. Ouais. Le groupe, il est soudé, mais je vois quand même pas Manchester. Manchester peut-être l'année prochaine avec Ten Hag. Mais je pense qu'il y aura un beau nettoyage à faire dans cet effectif. Et moi, pour compléter, je dirais que les Spurs tiendront leur place. Voilà. Je pense que sur ce problème un peu de l'attaque placée des Spurs, Antonio Conte est un entraîneur extrêmement rigoureux et inventif. Il a gagné la Serie A plusieurs fois d'affilée. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeux de position en Serie A, pardon. Et moi, je pense qu'il va améliorer, qu'il avait déjà trouvé quelques solutions. Que voilà, ces derniers matchs, ça a été un peu plus compliqué, mais qui va tenir sa 4e place. Mais du coup, on va passer au quiz. Le fameux quiz. Le fameux quiz. Robu, c'est toi qui as gagné le quiz la semaine passée. Donc, c'est toi qui dois nous régaler. Exact. Donc, Clyde n'est pas là, les gars. On fera sans Clyde. Hein. Oui, bon. Il va tenter ça. Il ne pourra pas perdre cette semaine. Voilà. C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Au moins, c'est clair. Bon, les gars, 10 questions, comme d'hab. Ok. Donc, vu qu'on a parlé un peu de Ligue 1 un peu, et de Première Ligue, on va partir sur ça. Ça sera ça le thème, la Ligue 1 et la Première Ligue. Let's go. Donc, les gars, la première question. Ça, c'est une petite question pour les puristes. Oui. Ceux qui suivent l'APL. Oui. On va partir à Brentford. Oui.
Qui a marqué le plus de buts après l'inévitable Ivan Toney qui est à Brentford. Hein. à Brentford. Yohan Wissa. Yohan Wissa pour Nico. Yohan Wissa. Pour Taf aussi. Non, je dirais Brad Bebo. Brian Mbeumo. Ouais. C'est Yohan Wissa. Oh oui. Super sub de Brentford. Ok. Donc, ok, j'apprécie. Il a bien scoré, Ouais, il ouais. s'est bien intégré. Oui, c'est bien intégré. C'était la petite stat, le petit clin d'œil parce que ce week-end, il a été titulaire. Donc voilà pour ses bonnes prestations et Brentford l'a emporté 2-1. Pas victoire importante, mais qui met Watford un peu plus dans le tournant. Ouais. Exactement, mais très bonne équipe de Brentford ces dernières semaines. Oui. Avec Eriksen. Le retour d'Eriksen, s'il fait du bien. Toney, tout à Norgard fait. aussi. Norgard, j'aime beaucoup. Christian Janssen derrière qui a marqué ce week-end, je trouve très intéressant. Bonne petite équipe. Donc 1 pour Nico et 0 pour Taf pour le moment. Vas-y. On va partir, on reste toujours en première ligue. Hein Ok. Entendu. Petite question. Qui est la pire équipe à l'extérieur en première ligue? Waouh. La pire équipe à l'extérieur. Je dirais Watford. Watford pour Taf. Je dis entre Watford et Norwich, je dirais Watford. Watford. Norwich. Norwich. On s'arrête sur Norwich. La pire équipe à l'extérieur de première ligue, les gars, c'est Everton. Ah oui, c'est logique. Everton avec 6 points uniquement cette saison à l'extérieur. C'est Everton. logique, je suis bête, mais oui. La stat devait être relevée parce que Everton joue le maintien corps et Cette âme. année, oui. Ouais, donc voilà. En deuxième position, on a Norwich, Nico, avec Ok. 9 points. Mhm. Et Burnley, 18e. C'est Burnley, ok. Avec 10 Mais points. Watford et fait Watford mieux a- à Ouais, l'extérieur ouais, que ce que je pensais. Burnley, mais avec la. Est-ce qu'on valide pour Nico, le plus proche? Du coup, mais non, tu m'as dit que c'est. Ah ouais, non, Non, on valide non, pas. valide Non, pas. non, La non, semaine non. dernière, on va Non, comme non, ça. non. Nico, Non, c'est pour valide. les buts que je validais comme ça. D'accord, ben là, on valide pour. Bon, mais du coup, on est sur du 1-0 toujours Vas-y. pour Nico. Vas-y. Alors, on part en Ligue 1. Rapidement, on Vas-y. va du côté de l'Hérault pour parler de Montpellier, qui n'ont plus rien à jouer cette saison. Clairement. Ils finissent en roue libre. Qui est le meilleur buteur du Montpellier Hérault cette année? Stevie m'avait dit. Pour Nico, Eliway. pour Ah, Taf. c'était l'un ou l'autre. J'avoue que j'ai hésité quoi mais en vrai, Ouais, Eliway. c'est fair play, bien vu. Eh bien, les gars, vous avez bien vu tous les deux, parce que les deux Sans sont à 8 égalité. buts cette saison. Ben voilà. 8 Ok, buts pour les ok. deux. Eli Wahi et Mavidi. Vous pensez quoi de Wahi rapidement? Je trouve que c'est un bon joueur, mais qu'il n'a pas de jeu de haut but et que du coup, ça va empêcher sa progression pour un moment. Mais vu qu'il va plus ou moins prendre l'axe, il faut qu'il progresse de haut but, dans son jeu de haut but, de pivot. Mais c'est un bon joueur. Moi, je pense que justement, côté de Mavididi, il va apprendre ça. C'est un joueur qui a 18 ou 19 ans, il me semble. Très Donc, super jeune joueur. Et moi, je pense que ça va pas stopper sa progression. Il est déjà très costaud, très mature. Donc, il faut qu'il joue plus à ce poste d'avant-centre. Et puis, le métier rentrera. Ça marche, les gars. N'oubliez pas que si vous voulez me donner le nombre précis de buts ou. Ouais, ça compte double. Pour préciser, ça compte double. D'accord. Donc, on est sur du 2-1, Nico contre Taf. Quatrième question. Combien de matchs a perdu Clermont cette année? Oh, attends. On est à 32 journées. 14. 14 pour Taf. 14 défaites. On a 32 journées. Ben, je vais partir sur du 17 défaites. C'est juste, ça compte double. Aïe, C'est juste et ça compte double pour Nico. 17 défaites pour Bravo. Clermont cette année. Bravo. Ça mérite des applaudissements. Ça fait 3-1. Ça fait 3-1. Non, Clap, ça fait clap, ça fait clap. 4-1. C'est juste. Ouais, double. Ben, il y avait 1-0. avait Ah ouais, non, ouais, Ouais. 4-1. Ouais, bien vu. Il est chaud. Pour Nico, parce que c'est tombé juste. Cinquième question. Bordeaux est la pire défense européenne cette année, avec combien de buts? C'est Ah, ma mais question je sais. finale. C'est pas Moi ma aussi. question finale. C'est C'est 77 buts. 77 buts. Mais combien de buts Bordeaux a inscrit cette année? Ah, oulala. 32 32 journées. journées, moi je dirais
J'ai un chiffre, mais je sais pas si je le sors. Allez, je veux me lancer avant taf pour une 39. fois. Ah, 38 alors. Je pensais à du 38. Ben, Bordeaux a inscrit 42 buts cette année, les gars. C'est pas mal, Je suis 42 plus buts. près. Donc t'as Mais- fait ouais, ça fait un Ah, point. pour les buts, ça compte. Ok. Ouais, vu qu'il est le plus proche. Ouais, pour les buts. Bien vu. 39, t'as dit, t'as fait Ouais, j'ai dit 39. Vas-y, 39, voilà, 38. c'est carré. Donc en fait, Bordeaux a fait aussi bien que l'OGC Nice, qui est 4e actuellement de Ligue 1. En termes de buts inscrits, En ben, termes Nice de marque buts pas inscrits. beaucoup de buts, effectivement. Voilà. Ah Donc, ouais. d'où l'importance d'avoir une bonne défense derrière qui tienne la route. Ouais. Donc en termes de buts inscrits, cette année, Metz a inscrit 29 buts, 3-30 et Clermont 32 pour le trio des derniers. Mm. 6e question, quelle est la pire équipe à domicile en Ligue 1? Ah, je sais. Attends. Ah, attends, je sais. C'est Clermont. C'est Clermont, ouais. C'est ton dernier mot? Ton Ouais, ultime bafouille? ouais, je crois que c'est Clermont. Ils ont dû gagner que 2 ou 3 fois chez eux. Nico? Non, c'est Metz. Excuse-moi, Metz. Metz. Sur Metz? Metz, ouais. C'est ton dernier C'est mot mon là. dernier Ah, mot. ouais. C'est J'ai mon pas voulu dernier prendre- mot. J'ai pas voulu prendre le même club que lui, mais à domicile, hein, Ouais. qui a perdu le plus de matchs à Ouais. domicile. Non, la pire Dans la équipe. pire La équipe, pire ouais. équipe La à pire équipe. Je prends le domicile, moins de points chez eux. Exact. Je crois que c'est Metz. Saint-Etienne. Ton dernier mot, Nico? Tiens, je vais sur du Bordeaux. Allez, du Bordeaux. Ouais, c'est légitime. Ben, Bordeaux, sur ce classement-là, Bordeaux est 18e. Pire équipe à domicile. Ensuite, on a Clermont 19e. Oh, Et Metz dernier. Et Metz dernier. Voilà. joli. Ils ont gagné que 2 fois chez eux, ou 3 fois. Exactement. Ok, Deux je fois. voulais relancer Voilà. le quiz, t'inquiète. Parce Metz- que moi, j'allais sortir Metz après Clermont, mais je me suis dit, allez, Metz 10 points, Clermont 14 et Bordeaux 14 points. Pris à domicile. c'est bien tout. vu, taf. Donc, on est sur du 4-3 là? Ouais. Non, mais c'est un seul point. Non, 4-3, puisque t'as fait un double. Ouais, Ah, ouais, oui, 4-3. Ouais. Ok. 4-3, on est sur du 4-3. Bon, on verra. 7e question, comme notre ami CR7. Oui, Ça oui. sera une question de rapidité pour le coup. Ok. Combien de triplés CR7 60. a inscrit? C'est 60. 60. Bon, ben c'est 60, c'est 60 pour Nico. C'est- Double pour Nico, donc on passe sur du 6-3. 6-3. Ouais. Il reste 3 questions. 6-3, bon, Taf, tu peux revenir. Oui, Je c'est peux encore mathématiquement revenir. Je sais faisable. pas, Et là, pas encore décroché. t'as du double. Tu peux me donner du double si tu veux. Alors. Quelle est la pire attaque de Première Ligue cette saison, messieurs? On repart aux 3 manches. Aïe, aïe, aïe. La pire attaque, moi j'ai envie de dire Burnley. Burnley pour toi? Burnley. Ouais, la pire attaque. Parce J'ai que envie de dire Birdley aussi, mais je vais pas dire Birdley. C'est pas Norwich, c'est sûr. c'est pas Norwich, c'est sûr. Sûr. En Du fait, coup, c'est sûr, je vais aller on sur va- Watford encore. 18e à ce classement, on a Brighton qui a inscrit 29 buts. Donc là encore, ça se confirme, d'où la nécessité d'avoir une bonne Watford, et je te dis qu'ils ont 27 buts marqués. Non, mais après, il a déjà commencé le juste, il est pas bon. défense. Brighton, 29 buts. Ouais. Burnley, 26 Merde. buts pour Et ben, Burnley. c'est pas juste, du coup, ils en ont moins. Et du coup, à 22 buts, on a le Norwich de Timo Pukki. Oh non Tu vois, je te dis, c'est Norwich, Eh oui. mauvais temps. Et oui, Norwich. J'aurais tu me l'as dit. j'aurais jamais cru que c'est Moi non Norwich. plus. Moi non Norwich, plus. 22 Ok, buts pour ok. Norwich. Wow. C'est vrai que là, ils recommencent à marquer, mais c'était très compliqué pour eux. Ok. Au début de saison de planter. Ouais. Qui est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison? Ah, Ah. ça c'est intéressant. Je Gabriel dirais... Martinelli. Gabriel Martinelli? Ouais. Je dirais Bukayo Saka avec 8 buts. Oh, joli. Joli. Ça fait 12. Non, désolé, t'as. C'est pas double, c'est 9 buts. C'est 9 buts. Oh là là, mais je le savais. Je savais que c'était 9. J'ai fait le con, mais Pourquoi j'ai dit heureusement qu'il 8? a pas fait double. Putain. Dommage. Mais Gabriel est à 7, hein. Gabriel, il est à 5 buts. Gabriel Martinelli. Non, c'est sûr que c'était Ouais, pas je suis Gabriel. Donc tu avais Saka à 9. Et t'as un petit derrière aussi. Emile Smith-Rowe Oui. à Oui. 9 buts. Donc ça fait double pour Taf ou pas? Non, bah non, c'est pas double, j'ai un but de... Donc on parle sur. En En retard. vrai, 6-4. mets-lui le double, allez. Parce que Mémé, il lui aurait mis. Ok, bon, ben 2 pour Taf. Allez, c'est mets-lui. cadeau, c'est cadeau. Je suis un player. 6-5. Dernière question. Qui peut déjà être. Elle est Pour la précisée. victoire, hein. Ouais. Exact. Pour la victoire. Je fais double et c'est bon. 10e question.
Quelle est l'équipe de Première Ligue étant à la même position à domicile et à l'extérieur? À domicile et à l'extérieur. La même position. Pas forcément le même nombre de matchs gagnés ou perdus, mais la Même position sur le position à classement. domicile et à l'extérieur. L'équipe constante sur, je dirais, Brighton. Ouais. Ouais. Brighton. Je valide Brighton Brighton. Ouais. petit kiff sur Brighton quand même. Moi, Énorme kiff sur Brighton. J'aime l'entraîneur, j'aime ce qu'il a trouvé au milieu, j'aime Enoch Mwepu, j'aime Palacios, j'aime Bissouma aussi, c'est son poste. Cucurella, c'est bon, c'est intéressant. Trossard, c'est un grand joueur. Même position domicile-extérieur. Ben, je vais sur Wolverhampton. Les Wolves, Ouais. Ouais, c'est assez constant aussi. Ouais. c'est très constant, les Wolves. Mais malheureusement, les gars, c'est Tottenham. Ah, Tottenham Oui, est aussi. 4e de Première Ligue, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. de toute façon, soit ils gagnent, soit ils perdent. Ouais, Partout, j'avoue, donc, en fait. voilà. C'est vrai. Donc on parlait de la course à la 4e place. L'équipe la plus constante pour cette place-là, pour le coup. Oui, Hmm. c'est ce que je disais. Moi, je pense que Tottenham va garder sa 4e place, que leur problème, c'est le jeu de possession et que ils ont Harry Kane, ils ont Son, ils ont des joueurs qui sont capables justement de percer un bloc ou de créer des déséquilibres. C'est juste que ça va dépendre des moments. Le football n'est pas une science exacte, tu vois. Donc Tottenham, c'est vrai qu'ils sont plus constants en ce moment, mais moi, je vais rester sur Arsenal. Très bien. Merci pour le C'est la quiz, les victoire de Nico. gars. Donc, Six- tu nous fais notre prochain quiz. Merci les gars. Et puis, on n'oublie pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, puisqu'il y a le foot aussi. Rien que ça parle, rien que ça parle.